Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 36 du podcast Le Temps d'arrêt. Je suis très heureux de vous recevoir encore une fois aujourd'hui. Et c'est avec mes collaborateurs hockey, Alexandre Côté et Bruno Bois, qu'on va vous parler des séries éliminatoires 2022 de la Ligue nationale. Les gars, merci d'être là. Merci à toi. Merci. Très, très rapidement, là, chacun, peut-être avant de mettre la table pour les affrontements qu'on va avoir en série, quelques petits mots sur la saison qu'on a eue, qui s'est finalement conclue de manière plus régulière. Hein. On sait qu'il y a eu énormément de cas de COVID à un certain point. Les athlètes n'ont pas pu aller aux Jeux olympiques à notre grand désarroi. Finalement, ça s'est quand même conclu dans les derniers mois de manière assez normale. Alex, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison haute en rebondissement? Là? Oui, mais ça a fait du bien en fin de saison qui a pu être complétée à 100%. Mais on a vu des grosses puissances, hein, les équipes qui ont pu se qualifier en série, les grosses puissances. Juste dans l'Est, les 8 équipes qui ont atteint les 100 points. Donc, on a vraiment vu. Ça fait longtemps que dans une saison, ça n'a pas été réglé aussi rapidement que dans l'Est. Donc, c'est Exact. intéressant ce que tu amènes. Ouais. Bruno, de ton côté, ta perspective sur la saison, à part du fait que les sénateurs n'ont pas encore une fois fait les séries. D'un point de vue personnel, j'ai perdu des bons paris là, parce que je pensais que les sénateurs allaient être un petit peu mieux, mais quand même, moi, je garde espoir pour mon équipe. Puis, non, comme Alex a dit, là, l'excellence des équipes dans l'Est, ça a vraiment été impressionnant à regarder. Puis, pas beaucoup de surprises non plus là, dans le tableau des séries qu'on avait fait en début de saison. Beaucoup d'équipes qui ont réussi à performer. La seule équipe que j'ai vue vraiment surprise, c'est les Kings de Los Angeles qui ont vraiment un parcours. C'est ça. Donc, pour mettre un petit peu la table sur ce qui va se passer lors de cet épisode, on va suivre un petit peu le même modèle que pour emprunter lors de l'épisode précédent sur la couverture sur les séries éliminatoires de la NBA. Donc, on va y aller confrontation par confrontation et sans vraiment opposer les deux équipes, on va mettre en œuvre les puissances de chaque équipe. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une équipe puisse gagner sa série et peut-être aller loin ou pas par la suite. On va mentionner quelques faiblesses des équipes aussi, des éléments qui pourraient faire en sorte que leur parcours va s'arrêter un petit peu plus tôt que prévu. Et de cette manière, vous devriez avoir une bonne idée des forces en puissance et vraiment de quelles équipes pourraient se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley et la remporter. Alors, on va commencer tout de suite avec l'association de l'Est. Hein, on en parlait, ça a été 8 équipes. Je pense qu'on aurait pu facilement prédire les 8 équipes qui ont fait les séries éliminatoires. Ça a été le cas. On va commencer avec la meilleure équipe de la Ligue nationale qui ont terminé avec 122 points. Bruno, les Panthers de la Floride, ça a été toute une saison. Là. Écoute, une saison où est-ce qu'ils ont su répondre aux grandes attentes qu'ils avaient placées en nous au début de l'année. L'équipe qui a marqué le plus de buts dans la Ligue nationale, ils ont été dominants à toutes les positions. Je pense que c'est l'équipe, pour beaucoup d'experts, qui est l'équipe favorite en rentrant dans les séries. Ils ont beaucoup à prouver. Écoute, ils ont 4 trios qui sont très performants. Ils ont 6 défenseurs aussi qui sont très performants. 2 gardiens, là, il y a une situation, toujours une petite bataille au niveau des gardiens de but, là, savoir qui est de Spencer Knight et Sergei Bobrovsky qui va prendre la pole pour le début des séries. Mais je pense que ça s'enligne pour être, c'est ça, une run. Ils sont équipés pour aller loin. Ils ont fait ajouter Claude Giroux. Ils ont fait des bonnes acquisitions, justement. Tu allais en parler, là, Claude Giroux. L'acquisition aussi de Ben Sherratt a amené de la profondeur. Il faut parler aussi de leurs acquisitions qu'ils ont faites un petit peu plus tôt dans l'année. Un Sam Reinhart qui a eu une saison extraordinaire. On dirait qu'avec les acquisitions de celui-ci puis de Sam Bennett un petit peu plus tôt lors de l'année passée, ça a équilibré leurs alignements. On a vu l'éclosion d'un Anton Lundell, mais c'est vraiment Jonathan Huberdeau et Alex Barkov qui ont fait en sorte ils ont pris ils ont pris notamment de la maturité et on dirait qu'ils ont explosé offensivement. Donc, c'est en grande partie pour ça que les Panthers ont été aussi dominants. Là. Tout à fait, tout à fait. De ton côté, mis à part un petit peu peut-être la situation complexe des gardiens de but, est-ce qu'il y a un élément qui pourrait faire en sorte que les Panthers ne se rendent pas au tour suivant ou
pas plus loin que le deuxième tour. Là. Je pense que l'équipe, en général, est équipée pour marquer des buts. Je ne pense pas qu'ils ont montré qu'il y avait une ligne qui était capable d'arrêter les trios adverses. Donc, j'ai hâte de voir justement, là, la première série ne devrait pas être un problème, mais s'il arrive contre une équipe avec des gros joueurs et que justement l'attaque n'est pas capable de répondre présent, ça va leur prendre un trio là, qui est capable de jouer puis d'arrêter les meilleurs éléments offensifs des autres équipes. Puis ça va vraiment être à voir. J'ai aussi hâte de voir la situation avec Aaron Ekblad là, qui commence à pratiquer, qui a pratiqué en fin de semaine là, qui devrait être bon pour jouer le premier match, mais son état de santé va vraiment être un gros point pour faire balancer la série. Un gros plus s'il peut être là. Et les défenseurs des Panthers vont être difficiles à affronter. Hein. C'est des gros bonhommes. Je pense que ça va être difficile pour les Capitals d'instaurer un mouvement devant le filet. Parlons-en justement de Washington, eux qui ont été en deuxième position des Wild Cards, 100 points. Somme toute, c'est une saison quand même satisfaisante. On mise sur des attaquants et des défenseurs très explosifs, mais il manque vraiment de profondeur. Là. Mais eux aussi, là, sont un peu jusqu'à un certain point, ils ressemblent un peu aux Panthers jusqu'à un certain point. Peut-être pas avec la même profondeur, mais c'est une équipe qui est vraiment axée sur l'offensive. Ouais. Ils ont marqué énormément de buts. Je pense qu'ils ont fini 10e au niveau de la Ligue là, pour les buts pour. Puis c'est ça. Là, c'est sûr qu'eux aussi, là, ils ont des gros points d'interrogation au niveau des gardiens de but. Oui. Ça va être à voir qui va prendre la pôle puis est-ce qu'il est capable de la garder. Puis quand même saluer, là, quand tu as des joueurs comme Alex Ovechkin, Niklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov puis John Carlson à défense, il faut quand même que tu sois capable de les garder, de les prendre au sérieux. C'est vraiment le problème principal des Capitals. Samsonov n'a pas prouvé qu'il pouvait être un bon gardien numéro 1 cette année encore. Dans une série 4-7, on le sait, ça va très, très vite. 2 mauvaises performances et c'est difficile de s'en remettre. Faites à noter que les Panthers ont eu le dessus 2-1 cette année. Donc, ça devrait être des bons affrontements, mais les Panthers vont être très, très difficiles à affronter. Alex, la deuxième série, les Hurricanes de la Caroline aussi ont fait beaucoup, beaucoup jaser d'eux lors de cette saison-là. On sait certaines acquisitions qui n'étaient pas nécessairement bien accueillies dans le monde du hockey, notamment celle de Tony DeAngelo. Ils ont finalement terminé premier dans la section métropolitaine avec 116 points. Qu'est-ce qui ressort pour toi au niveau positif sur les Hurricanes de la Caroline? Écoute, encore une fois, une équipe qui a su répondre aux attentes aussi. C'est une équipe qui est bien équilibrée. 4 trios qui peuvent bien fonctionner. Des défenseurs qui sont excellents. Moi, leur défensive est très impressionnante. Au niveau des gardiens, c'est peut-être ça qui, moi, est un bémol. Là, au niveau, je crois que Anderson ne sera pas en mesure d'affronter les Bruins au premier match, en fait. Là. Effectivement. Donc, ouais, c'est un point d'interrogation à ce niveau-là, mais sinon, c'est une équipe qui est difficile à affronter. Là. Et moi, ce que je note, c'est la profondeur au niveau des Hurricanes. Oui, on a des joueurs de haut calibre à la Sébastien Aho, à la Svechnikov, peut-être un petit peu moins que les Panthers, mais c'est la qualité des joueurs qui se retrouvent sur les 3e, 4e trios. On n'a qu'à penser à un Jordan Staal, Derek Stepan sur une 4e ligne. Ce sont des joueurs d'expérience qui amènent énormément. Jordan Martinook qui est toujours excellent en série. Donc, ce sont 4 lignes qui sont autant impliquées offensivement que défensivement. Et c'est, selon moi, ce qui fait une des plus grandes forces des Hurricanes. Parle-nous un petit peu de leur défensive. On a parlé de Tony DeAngelo, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Non, juste avec Slavin, qui est un défenseur qui est encore, puis ça, je ne comprends toujours pas, qui est encore sous-estimé. Les Pesci, des joueurs que c'est pas les plus offensifs en tant que tel, mais c'est des défenseurs super complets. Puis il y a DeAngelo, comme tu l'as dit, qui amène vraiment un côté offensif à l'équipe. Donc, c'est super intéressant. Là. Pas vraiment de faiblesse du côté des Hurricanes lorsque Anderson sera de retour. Du côté des Bruins, ils ont terminé premier des wildcards. Excellente saison, 107 points. Toutefois, on a l'impression que le succès des Bruins dépend pratiquement uniquement des succès que pourront avoir Bergeron, Pasternak, Taylor Hall et Brad Marchand. Là. Exactement. Donc, ils ont des gros canons. Ils ont décidé cette année de les équilibrer dans les 2 premières lignes. Ça a quand même bien fonctionné. Je les vois quand même concurrencer avec les Hurricanes. Ils ont beaucoup d'expérience. C'est quelque chose qui va les aider beaucoup.
aussi le côté physique. Je pense que les gros joueurs des Bruins pourraient peut-être venir intimider là, les Hurricanes. Quoi qu'en saison, quand on regarde ça, là, 3-0, je crois que les Hurricanes Les vont Hurricanes ont remporter eu le 3 dessus. matchs. Un dessus Mais 3-0, dont 16 buts marqués contre un seul. C'est extraordinaire. exact, c'est ça. Donc, pour ça, moi, j'ai l'impression que les Bruins vont peut-être venir brasser un peu les Hurricanes, les Teravainen, les Jarvis, qui sont un petit peu plus petits. Mais les Hurricanes, encore une fois, super rapides. Ça ne sera pas facile. McAvoy c'est vraiment élevé comme un des bons défenseurs de la Ligue. On arrive dans une situation où on a 2 bons gardiens, mais aucun qui serait A1, si on veut. Swayman et Linus Ullmark, aucun qui ont vraiment d'expérience en séries éliminatoires. Donc, est-ce que ça pourrait être de ce niveau-là l'aspect un petit peu vulnérable pour les Bruins? Leur Oui, manque de profondeur à la défense, peut-être aussi. Là. oui, j'ai adoré l'acquisition de Lindholm, par Ouais. exemple, qui vient vraiment apporter un bel aspect à l'équipe aussi, là. Mais au niveau des gardiens, j'ai pas trop d'inquiétude. Au pire, ils vont se partager le filet un petit peu. J'ai hâte de voir, par contre, qui va vraiment avoir le rôle de numéro 1 là, en Donc, série. ça risque d'être une série très serrée. Ouais. Un autre affrontement, je pense, probablement celui qui sera le plus excitant à regarder, car les entraîneurs ont mis la table. Sheldon Keefe qui mentionnait aujourd'hui aussi que ça allait être une genre de guerre entre les deux. Commençons avec Bruno, avec les Maple Leafs qui ont terminé 2e de l'Atlantique, 115 points. On dirait qu'ils n'ont. Oui, il y a eu énormément d'éliminations en première ronde, mais on dirait qu'on ne les a jamais vus aussi forts que cette année. Là. Ben, écoute, c'est ça. Eux, ils arrivent en pleine confiance dans leurs moyens. Ils ont Austin Matthews qui a réussi à passer la barre des 100 points et surtout des 60 buts 60 buts. cette saison, ce qui est un exploit complètement incroyable. Puis, c'est ça, c'est leur moment de faire leur preuve. Ils frappent les champions tenants de la Coupe Stanley. Ça va être très intéressant de les voir aller parce que, justement, ils sont équipés là, pour eux autres aussi faire un bout de chemin. C'est simplement qu'à toutes les années, on dirait qu'ils frappent un gros défi en partant. Puis je pense que cette année, ça va être à eux de montrer qu'ils sont capables de. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Des Marner, des Nylander a eu des bons moments en série, Matthews aussi. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une unité de tout de leur côté? Est-ce que tout le monde va être capable de pousser dans la même direction et de donner leur maximum? Ou ça risque d'être difficile contre le Lightning? Au final, avec le Lightning, ça a été ça les années précédentes de leur victoire de la Coupe Stanley. Il faut que tes meilleurs soient tes meilleurs. Il faut qu'Austin Matthews et Mitch Marner fassent oublier leur contre-performance contre Montréal l'année passée en série. Il faut que certains joueurs se lèvent. Il faut que John Tavares, qui a été blessé au début de la série contre les Canadiens l'année passée, soit présent et soit un facteur. Il faut que Michael Bunting aussi, qui a eu une saison recrue officielle, vraiment incroyable, continue de performer. Puis je pense qu'à travers ça aussi, ça prend d'autres héros obscurs. Ça prend des joueurs comme Ilya Mikheyev, même les vétérans comme Jason Spezza puis Wayne Simmons réussissent à amener une touche d'offensive puis fassent la différence. C'est ce qui manque un petit peu aussi du côté des Leafs. On peut faire le parallèle avec les Panthers. C'est ce joueur de soutien qui est un expert défensivement. On a des Pierre Engvall, on a Alex Kerfoot, tu as parlé de Spezza. Il n'y en a aucun là-dedans qui peuvent prendre la charge de se dire « OK, je prends Kucherov, je prends Stamkos, je vais l'éliminer du jeu comme un Philippe Danault pourrait faire. » Et on a aussi l'inconstance de Jack Campbell durant l'année. Donc, certains points d'interrogation qui pourraient faire un petit peu plus peur du côté des Leafs. Du côté du Lightning, 3e de l'Atlantique, 110 points quand même. On sait que ce sont 2 fois les champions en titre. On a eu des hauts et des bas, mais reste que ça va être une équipe qui est tout le temps très, très difficile à affronter. Oui, exact. Puis je pense que le directeur général, Julien Brisebois, a encore montré aux joueurs que lui, il croyait en ce groupe-là puis ils veulent aller loin. Il a fait des grosses acquisitions à la date limite des transactions pour recréer un petit peu une ligne qui peut justement essayer de freiner les trios adverses avec l'acquisition de Brendan Hagel et Nick Paul, entre autres personnes. C'est important ce que tu mentionnes parce qu'on a perdu complètement notre shutdown line de l'an passé. Yannick Gould, Blake Coleman puis Barclay Goodrow. Sans eux, probablement, le Lightning n'a pas 2 Coupes Stanley. Donc, on dirait que c'est une belle tentative, mais je pense que ça va être difficile de recréer l'impact que ces gars-là ont eu. Là. Exact, mais je pense que, au final, comme on a dit tantôt, tes meilleurs doivent être tes meilleurs.
Puis eux, ils ont le facteur gardien de but qui est complètement indiscutable avec Andrei Vasilevskiy. Puis je pense que ça pourrait vraiment être le point tournant de la série, mais en même temps, on va laisser les choses aller. Puis ça va vraiment être intéressant de voir comment les Maple Leafs vont approcher cette série-là. Et comme dans leur duel lors de la saison régulière qui s'est terminée à 2 victoires de chaque côté, c'est une série qui risque d'être longue et qui risque d'amener beaucoup de rebondissements. On a hâte de voir certains affrontements, notamment entre Pat Maroon et Wayne Simmons. La dernière série dans l'Est, Alex, ce sont les Rangers de New York qui arrivent là, qui arrivent en série très, très motivés. On a terminé deuxième avec une production de 110 points. C'est quand même une belle collectivité qu'on a en attaque. Plusieurs joueurs qui ont su nous impressionner, là. En effet. C'est une équipe aussi qui a fait des très belles acquisitions là, à la date limite. Moi, je pense à Andrew Copp, qui est vraiment, vraiment bien produit avec l'équipe. Avec un Gaudreau, justement, là, ça va être... Exactement, oui, vraiment. Puis même Vatrano qui a apporté quelque chose aussi, là, une belle touche à l'équipe aussi. Et que dire de Shesterkin dans les buts qui était dominant complètement cette année. C'est ce qui va les aider, selon moi, à remporter la série, là. Donc, c'est une équipe qui est jeune, mais qui a un excellent avantage numérique. La jeunesse, c'est justement, ça risque d'être un des points très importants pour les Rangers en série. Est-ce que les Lafrenière, qui a élevé son jeu d'un cran dans des moments importants lors de sa carrière junior, des Capo Caco, des Flip Still, est-ce qu'ils vont être capables d'aider cette équipe autant défensivement qu'offensivement? Si la réponse est oui, les Rangers pourraient faire un bon bout de chemin. Mais parle-nous un petit peu de leur défensive. Après Fox et Trouba, c'est un petit peu mince, là. Un petit peu, oui. En fait, là, c'est une défensive, encore une fois, qui est inexpérimentée. C'est pas une mauvaise défensive, mais pour se rendre loin en série, il faut que tu aies des gars qui soient expérimentés un petit peu à la défense, calmer le jeu un petit peu. Les Rangers n'en ont pas vraiment. Par contre, c'est vraiment au niveau de l'attaque qu'ils vont miser, selon moi. Là, à mon avis, ça va être ça, là. Du côté des Pingouins, troisième dans leur division avec 103 points, on a l'air de toujours se stabiliser. On n'est jamais dans les meilleurs. On fait constamment les séries. On a quand même une belle profondeur, là. Il y a eu des belles acquisitions avec des Raquel, excellente saison de Ross Gunzel qui ont su vraiment bien épauler Malkin qui était absent à un bon moment et Crosby. Donc, ça a été vraiment une très belle profondeur à l'attaque du côté des Pingouins, là. Ouais, comme tu le dis, la profondeur est intéressante, mais c'est aussi leur noyau. Ils ont toujours eu le même noyau depuis plusieurs années. Ça peut faire pencher la balance aussi, là. Donc, c'est un noyau qui se tient, ils ont toujours eu du succès ensemble. Donc, c'est sûr que c'est un avantage qu'ils ont à ce niveau-là. Jarry qui peut avoir quand même un gros impact sur le match. Leur problème est un petit peu le même que celui des Rangers. Derrière le temps et du moulin qui espérons va pouvoir être en santé, on a des joueurs qui sont vulnérables, là. Des John Marino, des Michael Matheson. C'est pas ce qu'il y a de plus fiable défensivement aussi, là. Effectivement, c'est certain. Ça pourrait être difficile pour eux de faire un bout de chemin à cause de ce facteur. Les Rangers ont eu l'avantage 3-1 cette saison avec seulement 4 buts contre. Je pense que ça montre toute l'importance de Shesterkin qui pourrait vraiment gagner cette série à lui seul, là. Est-ce que je crois que Tristan Jarry est blessé en plus? OK, Donc, s'il ça commence. ça l'aidera vraiment pas les Pingouins non plus. Ça serait un point définitivement marquant. On transfère dans la division de l'Ouest. Alex, on va continuer avec toi. L'équipe qui a terminé deuxième au classement général et premier de la centrale avec 119 points, l'Avalanche du Colorado, qui arrive en série avec une attaque, une défensive très explosive, là. Wow, c'est vraiment impressionnant à voir aller. Encore une fois, ils ont connu une excellente saison. Leurs canons ont produit, mais leur deuxième, leur troisième trio peut produire aussi. C'est très dévastateur. On aurait pu croire qu'ils n'auraient pas pu améliorer encore plus leur défense. Je pense que c'est vraiment sinon leur principale force. Oui, il y a McKinnon et tout en attaque, mais leur défense est tellement bien balancée. On a des bons vétérans avec les deux Johnson. On a amené Josh Manson qui amène l'aspect un petit peu plus physique. Girard, McCarr, on n'aura peut-être même pas besoin d'un Bowen Byram. Par contre, l'élément qui est un petit peu plus qui n'est pas à négliger, est-ce que l'Avalanche
vont être capables d'imposer un jeu physique. Peut-être pas en première ronde, ça ne sera peut-être pas nécessaire en première ronde, mais en deuxième, est-ce que ça pourrait être un problème pour eux, selon toi? Là? Selon moi, même en première ronde, ça va être un facteur très important. Les Prédateurs, on ne se douterait peut-être pas de ça, mais c'était l'équipe la plus physique cette année en termes de mise en échec donnée à l'adversaire. Donc, selon moi, c'est un facteur qui va être super important. Ouais, Colorado a définitivement le talent pour aller loin, mais oui, risque de sortir amoché de chaque ronde. Et un point qui pourrait être déterminant, Nazem Kadri ne doit pas se faire suspendre s'ils veulent aller loin. On sait que c'est un habitué des suspensions en série. S'il se contrôle, il peut vraiment aider l'Avalanche. Les Prédateurs de Nashville, qui ont terminé deuxième de la Wild Card, 97 points, ont su surprendre cette année. Oui, on les voyait être compétitifs, peut-être pas tout le monde en série. De bons joueurs en attaque et en défensive, très bons gardiens, mais manque de profondeur dans les deux premières positions, définitivement. Là. certainement. Leurs canons ont décidé de se réveiller Produire. un petit peu. Les gars envers qui on avait vraiment des attentes depuis des années ont finalement décidé de produire. C'est ce qui les a aidés vraiment à se rendre où ils sont là actuellement. Mais comme tu dis, la profondeur, c'est pas leur force non plus. Pas d'excellents joueurs de rôle autant en attaque qu'en défense. Là. Non plus, non plus. C'est vraiment le côté physique, je pense, qui peut venir les aider. UC Saros qui pourrait avoir l'avantage sur Darcy Camper dans cette série. Fait à noter, les Preds ont eu l'avantage de 3-1 cette année dans leurs affrontements. Donc, ils arrivent là avec aucun complexe d'infériorité. Bruno, une des équipes canadiennes vraiment les plus en vue lors de cette saison, c'est les Flames de Calgary, premier de la Pacifique avec 111 points. Ils peuvent définitivement dire qu'ils ont pu miser sur la meilleure ligne, autant attaque que défensivement de la Ligue nationale cette année. Là. Oui, tout à fait, avec leur super ligne de Matthew Tkachuk, Elias Lindholm et Johnny Gaudreau, qui ont vraiment surpassé les attentes cette année. Je pense qu'on savait que ces trois joueurs étaient de bons joueurs. Je pense que Johnny Gaudreau avait beaucoup, c'est son année de contrat, il avait beaucoup à prouver. Oui. Puis écoute, c'est ça, surpasser les attentes, c'est vraiment un euphémisme dans son cas. Là. Il a passé la barre des 100 points, son compatriote Matthew Tkachuk aussi. Puis écoute, ils vont aller aussi loin. L'équipe va aller aussi loin que cette ligne-là peut les amener. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir. Ce qui est encourageant dans leur cas, c'est que les trois ont terminé avec un différentiel d'au moins plus 50. Donc, c'est très, très rare qu'ils étaient sur la glace pour les buts adverses. Les Flames, c'est aussi une belle profondeur, autant en attaque qu'en défense. Ils peuvent jouer tous les styles de jeu, être défensif, être physique, ça, ils peuvent vraiment le faire. On a un Blake Coleman qui a gagné la Coupe Stanley. Donc, on arrive vraiment là avec un bagage intéressant. Oui, tout à fait. Puis je pense que encore là, un autre, comme on dit avec André Vasilevski, je pense qu'eux autres, au niveau des gardiens de but, ce n'est pas non plus un point d'interrogation. Je pense que Jacob Markstrom, il a vraiment encore pu solidifier sa place parmi l'élite des gardiens de but dans la Ligue nationale cette année. Puis c'est peut-être un point, en fait, là où on va aller. Leur petit point d'interrogation est peut-être à la défensive. Là. C'est là où est-ce qu'il y a un comité de défenseurs avec les Rasmus Andersson, Noah Hannafin, qui sont très bons. Sans être excellent. Donc, c'est un comité de défenseurs qui fait le travail. Mais je pense que Jacob Markstrom l'a été tout au long de la saison et il va devoir être aussi, sinon encore meilleur durant les séries pour pouvoir permettre à Calgary qui, là, je fais une petite parenthèse, qui a vraiment un parcours plus facile pour se rendre jusqu'au bout, ou au moins jusqu'en finale de conférence, qu'il y a beaucoup d'autres équipes à travers la Ligue nationale. Vraiment. Et tu as parlé de la défensive. C'est vrai, ils n'ont pas ce défenseur numéro 1 tout étoile. Par contre, surveillons la production de Noah Hannafin en série qui a terminé la saison d'une manière exceptionnelle. Est-ce qu'il est en train de s'élever en tant que ce défenseur numéro 1? Peut-être. C'est souvent en série que ces joueurs-là vont vraiment conclure leur éclosion. Tu as parlé d'un parcours un petit peu plus facile, mais les Stars de Dallas arrivent là, fort d'une saison de 98 points. C'est une équipe qui joue dans un bon système sous Rick Bowness, mais on est très limité quant à les joueurs qu'on a sous la main. Là. Exact. Je pense que c'est une équipe qui a montré beaucoup d'inconstance aussi durant la saison, donc c'est une équipe qui est dure à évaluer. On a eu de la production de façon constante d'à peu près seulement 2 joueurs, étant Jason Robertson et Joe Pavelski, qui, malgré le fait qu'il vieillit, continuent à être très productifs. Sinon, par rapport à ça, on a eu des duos qui ont été
le duo de Tyler Seguin et Jamie Benn qui ont été productifs par moments, très invisibles par d'autres. Roope Hintz aussi qui a été dominant dans la Ligue nationale par moment et aussi, lui aussi, invisible par d'autres moments. Puis, eux autres aussi ont la chance d'avoir 2 corps arrière à la défensive qui ont montré énormément d'inconstance. L'un juste par son jeu, l'autre plus par sa santé et les blessures, Miro Heiskanen et John Klingberg. Mais je pense que c'est une équipe qui est intéressante, qui peut causer la surprise, mais avec le manque de constance qu'ils ont eu, ça va être intéressant de les voir aller là, contre une équipe aussi régulière qu'a été les Flames durant les séries. Une défensive potentiellement un peu chambranlante avec un bon jeune gardien, mais qui n'a jamais rien prouvé vraiment. Ça va être difficile. Les Flames qui ont eu l'avantage 2 victoires contre 1 lors de cette saison. On a parlé un petit peu de la division Pacifique qui est peut-être un petit peu plus faible. On a définitivement un exemple quant à l'affrontement qu'on a sous les yeux ici. Là, Alex, les Oilers d'Edmonton, quand même, 2e dans la Pacifique. Bonne saison à 104 points. C'est encore une fois l'excellence de Connor McDavid et de Leon Draisaitl qui les a amenés là. Exactement. Donc, je pense que c'est une saison. En fait, tout dépend de ces 2 joueurs-là. Hein. Autant en saison, ça va être ça en série, encore une fois. Si ces 2 joueurs-là se mettent à produire comme ils sont capables, ça peut les amener loin. Ce qui peut être aussi un problème parce qu'au niveau de la profondeur, si eux ne produisent pas, ça peut se terminer rapidement. Et du côté de la défensive, on a plusieurs joueurs qui ne sont pas nécessairement des éléments sûrs en série. On pense à un Tyson Barrie. Duncan Keith n'est vraiment plus ce qu'il était. Evan Bouchard n'a pas d'expérience à ce niveau-là. C'est vraiment là que la perte de Darnell Nurse pourrait faire mal. Là. Il pourrait rejoindre l'équipe dans cette série-là. Mais s'il n'est pas là, ça hypothèque vraiment cette défensive. Et Bruno a parlé d'inconstance en parlant des Stars, mais il y en a eu une tonne de la part des gardiens de but des Oilers. Là. Ça, c'est un point très, très important à souligner. Là. Un très gros point d'interrogation au niveau des gardiens. De l'autre côté, ce sont la surprise que Bruno a mentionné tout à l'heure, là, les Kings de Los Angeles. Quand même une belle saison, 3e dans la Pacifique à 99 points. Il y a un bel équilibre qu'on a pu observer entre les vétérans et les jeunes joueurs. Ça a été vraiment une saison d'éclosion pour eux. Là. Oui, vraiment, c'est une équipe qu'on peut vraiment voir qu'il y a eu une belle chimie au cours de la saison. Donc, je pense que ce n'est pas des gros noms nécessairement qu'il y a dans l'équipe, mais il y a une belle chimie. Ils ont réussi à créer des trios qui fonctionnent. Donc, aussitôt qu'ils ont placé Dano avec Moore, ça s'est mis à fonctionner. Et à Arvidsson, je crois. Donc, ça s'est mis à fonctionner. Et que dire de la saison de Philippe Dano, qui était exceptionnelle aussi. On le sait, ce que Philippe Dano peut faire au niveau défensif. Ouais. Je pense qu'avec Kopitar, on a vraiment tous les éléments pour contrer potentiellement McDavid et Draisaitl. C'est la comparaison par rapport aux Canadiens de l'année passée, c'est que Dano pouvait s'occuper uniquement de sa défensive, il y en a d'autres qui avaient produire. Est-ce que ça peut être le cas du niveau des Kings si Kopitar et Dano sont très défensifs et qu'il y en a d'autres qui peuvent mener la charge? C'est vraiment une des interrogations. Là. En effet, vraiment. Là. Donc, s'ils réussissent à maîtriser ces 2 joueurs-là, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, si McDavid et Draisaitl sont neutralisés par Kopitar et Dano, ça va être vraiment à des joueurs des Oilers de prendre la relève. Il y a un point d'interrogation là. Puis du côté des Kings, ben, s'ils se concentrent trop sur leur défensive, ils n'ont pas vraiment de gars qui peuvent venir produire un peu comme Kopitar peut le faire. Exact. Et la perte pour les séries de Drew Doughty est énorme pour eux. Je pense qu'il y a un gars qui aurait pu calmer tout le monde, il aurait pu stabiliser cette jeune brigade défensive qui, on va se le dire, n'a pas de joueurs de grande qualité. Là. Il y a les gars font le travail en défensive, on a un bon système, mais en séries éliminatoires, c'est autre chose. Les lacunes risquent de remonter rapidement. Oui. Les Oilers qui ont eu l'avantage 3-1 lors de cette année. Bruno, le Wild du Minnesota dans cette dernière série, c'est 2e dans la centrale, 113. Il n'y a pas si longtemps, le Wild était dans les bas-fonds, puis honnêtement, se sont très, très rapidement sortis de cette situation-là. Un petit peu comme les Flames, c'est une équipe qui peut jouer toutes sortes de styles de jeu. Là. Tout à fait. C'est incroyable le changement de situation qui est arrivé au Minnesota, principalement grâce à leur nouvelle super vedette, Kirill Kaprizov, qui lui aussi a été
dominants cette saison. Ça va être intéressant de les voir aller, par exemple, parce que dans la série qu'ils vont avoir à affronter, l'équipe des Blues de Saint-Louis, ils ont perdu leurs 3 affrontements durant la saison. 2 matchs en surtemps, mais quand même. Donc, je vais continuer là-dessus. Les Blues sont 9-1 dans les 10 derniers matchs. Là. Ils ont le numéro du Wild. Ouais, exact. Mais ça va être une équipe, c'est ça, c'est une équipe qui peut jouer de toutes les façons. Eux ont le luxe d'avoir des joueurs de talent sur leurs 2 premières lignes. Une 3e ligne qui est grosse. Incroyable. Qui est intimidante avec Joel Erikssonek et Jordan Greenway. Marcus Foligno aussi. Et Marcus Foligno. Et ont aussi un des meilleurs bagarreurs, qui est un Québécois, Nicolas Deslauriers, sur la 4e ligne. Donc, ils peuvent intimider une équipe. C'est simplement qu'on dirait qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds dans leur affrontement. Puis c'est peut-être ça aussi qui va leur faire mal à ce niveau-là, parce qu'une des seules équipes qui peut répondre aussi bien par le jeu physique que par le niveau talent, ce sont les Blues de Saint-Louis. Et je pense que c'est 2 équipes qui auraient eu une bonne chance de faire un bout de chemin s'ils ne s'étaient pas affrontés. Malheureusement, ils sont dans la même division. Pour terminer avec le Wild, on mise sur un très bon duo de gardiens de but. Par contre, qui va être capable d'avoir la pole position? Est-ce que ça va être aussi difficile que l'année passée au niveau des Golden Knights de Vegas de gérer la situation entre Lehner et Fleury? Est-ce que tu penses que ça pourrait amener certains maux de tête à l'entraîneur du Wild? Je pense que non. Je pense que Marc-André Fleury, a clairement démontré par plusieurs moments durant sa carrière qu'il est capable de bien gérer la situation du tandem de gardien de but. Je pense que ça va être encore là à un des 2 de prendre la pole. Je pense qu'ils veulent, clairement, le Minnesota semble vouloir tendre la pole à Cam Talbot. Puis ça va être à lui de la garder. Puis dans la pire des situations, Marc-André Fleury peut prendre le relais et être performant. C'est simplement une question. C'est ça qui est un petit peu dommage pour cette équipe-là aussi, c'est d'arriver avec cette petite controverse au niveau des gardiens de but en saison. Sauf qu'ils ont fait l'acquisition de Marc-André Fleury à la date limite, donc ils devaient savoir dans quelle situation, comment il allait gérer la situation avant de faire le geste. Le Wild mise sur 3 très bons défenseurs aussi en Dumba, Spurgeon et Brodin. Oui, Brodin, pardon. Merci Alex. Par la suite, c'est un petit peu mince. Là. On l'a vu avec le Canadien l'année passée, on a surtaxé notre top 4. La dernière paire était extrêmement problématique, mais ça risque d'être un petit peu ça avec le Wild. Et curieusement, on retrouve John Merrill aussi qui était sur cette dernière paire du Canadien. C'est un aspect qu'on n'a pas le choix de considérer. Ça prend 6 bons défenseurs capables de faire le travail. Et ça pourrait amener certains problèmes au Wild en bout de ligne. Les Blues, c'est une saison encore une fois très, très solide, 3e de leur division avec 109 points. C'est un top 9 offensif qui est simplement extraordinaire. Là, on a pu avoir la chance de voir l'éclosion de Jordan Kyrou, Robert Thomas aussi, avec le travail exceptionnel des autres vétérans. Donc, vraiment une belle chimie au niveau des Blues, là. Oui, tout à fait. Puis je pense que l'aspect qui va peut-être être un penchant positif encore là pour les Blues, comme tu as dit, au niveau de leur top 9, leur profondeur au niveau des joueurs de centre, comparé à ce que les joueurs de centre du Wild vont présenter, n'est pas du tout de la même qualité. Donc, quand tu regardes les Ryan O'Reilly, Jordan Kyrou et j'ai un petit blanc, Brayden Schenn. Brayden Schenn, oui. Qui. Est-ce que je vous ai perdu? Oh, ça va. Alors, on retrouve notre collaborateur Bruno Bois après un léger pépin technique. Bruno, on parlait justement des centres des Blues de Saint-Louis, là, un net avantage par rapport au Wild. Là. Tout à fait, exact. Dans le fond, comme je disais, le Ryan O'Reilly, Robert Thomas, Tyler Bozak, Brayden Schenn qui sont dans la position de centre chez les Blues. Là, ce sont 4 joueurs qui peuvent remplir toutes sortes de rôles. Et c'est ça, qui démontre un talent, qui donne vraiment un net avantage là, au niveau des Blues par rapport au Wild. Toutefois, on arrive avec un énorme point d'interrogation, c'est au niveau des gardiens de but. Oui, Jordan Binnington leur a permis de gagner une Coupe Stanley par le passé, mais ce n'est plus le même gardien. Cette année, on l'a vu perdre la pole au profit de Ville Husso. Je pense que ça va vraiment
être un point majeur? Est-ce qu'on va commencer avec Uso? Si oui, peut-il faire le travail? On peut vraiment en douter, là. Oui, exact. Ben, eux autres aussi ont quand même un beau rôle dans cette situation-là, dans le sens qu'ils ont le gagnant de la Coupe Stanley, Jordan Binnington, qui se cherche un petit peu qui a réussi à replacer son jeu un petit peu en fin de saison, mais qui continue à se chercher. Puis ils ont une surprise dans le filet aussi avec Ville Husso, qui lui a été performant tout au long de la saison, puis qui a été capable dans le fond, d'amener cette équipe-là au niveau où ils sont. Fait que rendu là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de donner la pole à Ville Husso. Puis si jamais Ville Husso, ça ne va pas être l'homme de la situation, ils ont Jordan Binnington qui peut prendre la situation en main et essayer d'amener cette équipe-là au succès. Ça fait un beau tour d'horizon des équipes des deux associations, hein. Je pense que sans mettre de prédiction formelle, on voit vraiment les équipes qui risquent d'être le plus compétitives. Pour mettre ça de manière un petit peu plus concrète, chacun notre tour, on va mentionner peut-être les deux équipes dans chaque association qu'on voit aller le plus loin là, et en quelques mots, pourquoi. Alex, pour commencer, dans la division de l'Est. Dans la division de l'Est, selon moi, ça va être les Panthers. Je pense qu'ils ont la profondeur pour se rendre assez loin. Avec une autre équipe. Selon moi, ça va être les Blues dans l'Ouest. Mais dans l'Est, mettons deux équipes. Dans l'Est, OK, oui. Oui. J'irai avec les Panthers et le Lightning. Je vais y aller avec la logique, ouais. Ça serait Ce serait tout un affrontement. Ouais. Bruno, de ton côté? Je vais aller comme Alex. Moi aussi, je pense que les deux équipes de la Floride vont se rencontrer en finale de conférence. Ça serait en deuxième ronde, par contre. Si tu vois, oui, se rencontrerait. Ils ne peuvent pas se rencontrer plus tard que ça. Non? Mais le gagnant peut certainement, selon vous, aller en finale. Certainement. De mon côté, je vois, oui, les Panthers, mais je vois les Hurricanes aussi faire un bon bout de chemin en série. Pour moi, c'est une des équipes les plus équilibrées de la Ligue nationale. Dans l'Ouest, Alex a mentionné les Blues. Quelle équipe qui pourrait les accompagner selon toi? Écoute, je ne veux pas m'induire en erreur non plus en nommant une équipe qui vont rencontrer en deuxième ronde. Je vais y aller avec les Blues en finale. Je vais y aller avec cette prédiction-là. Parfait. Bruno, de ton côté? Moi aussi, je vais dire comme Alex, je pense que les Blues vont faire un long bout de chemin. Je pense qu'ils vont être capables de se rendre jusqu'en finale de conférence. Puis moi, je pense qu'il y a une des deux équipes canadiennes qui risque, que ce soit Edmonton ou Calgary, ça risque d'être une. Je pense qu'ils vont passer au prochain tour. Puis je serais vraiment intéressé de voir peut-être un léger avantage pour Calgary à ce niveau-là, qui risque de se rendre là. Moi aussi, je les vois aller en finale, Calgary, en demi-finale au moins. Et contrairement à vous, moi, ça va être un petit peu plus au niveau de l'Avalanche. Je pense que leur défensive va vraiment être capable de les amener à l'étape suivante. Par contre, battre les Flames, ce ne sera vraiment pas une partie de plaisir. Là. Ils risquent de sortir très amochés de leurs deux séries. Donc, somme toute, peu importe les affrontements qu'on aurait au deuxième et troisième tour, on va avoir du hockey extraordinaire. On a des confrontations titanesques. Là. Dans l'Est, les Toronto contre les Tampa Bay, l'autre côté, les Blues contre le Wild. Je pense que les amateurs de hockey vont vraiment en avoir pour leur argent. Ils vont avoir énormément de hockey de bon calibre à se mettre sous la dent. Un petit mot chacun pour conclure vraiment vos attentes pour ces séries. Alex, de ton côté? Pour ma part, là, comme tu l'as dit un peu, j'ai vraiment hâte. Il y a plus d'une équipe qui peut surprendre. C'est ce qui rend aussi les choses vraiment excitantes cette année. Il n'y a pas une série qui est nécessairement, il n'y a pas une équipe qui est assurée nécessairement de se rendre loin parce qu'il y a vraiment des puissances qui sont là. Donc, j'ai vraiment hâte que les séries commencent. Bruno, pour toi? Ça va peut-être avoir l'air un peu vieux jeu comme commentaire, mais je souhaite qu'on puisse voir toutes les équipes en santé le plus longtemps possible. Il y a beaucoup d'équipes qui commencent les séries avec plusieurs joueurs blessés à des positions importantes, que ce soit à l'attaque, à la défense, surtout au niveau des gardiens de but, en fait, qui a beaucoup de blessures. Donc, je souhaite que chaque équipe qui vont s'affronter s'affrontent au mieux de leur santé parce que ça va nous donner l'occasion d'avoir un meilleur spectacle. Donc, c'est ça. Effectivement, et les affrontements commencent demain, le 2 mai, lundi. Donc, je pense qu'on a pour environ 2 mois de très, très bon hockey.
On va avoir un petit concours aussi pour vous qu'on va vous présenter lors de cette journée. Donc, on va vous inviter à faire votre prédiction d'équipe gagnante. Donc, restez à l'affût de notre prochaine publication. Et merci beaucoup d'avoir été présent pour cet épisode 36. Merci Alex et Bruno. Votre analyse était encore une fois extrêmement détaillée et précise. Et bon hockey de série de la Ligue nationale à tous. Merci d'avoir été là.